Ok, bonsoir à tous et bienvenue pour cette dernière rencontre de Formula Plan 2017. Une rencontre qui s'annonce déjà comme un grand moment du festival avec trois aventuriers éditoriaux des plus excitants de ces 60 dernières années. Je blague. Stéphane Blanquet, Samy Arcam, Laurent Bruel, des éditions Matière, et la rencontre va être dirigée, pilotée par Morvandieu. Voilà, je vous laisse à tout à l'heure. Merci. Bien, bonsoir à tout le monde. Donc, à moi que revient cette petite tâche d'essayer de cuisiner ces trois éditeurs qui ont. On va revenir un petit peu sur leurs activités respectives, et qui ont déjà une activité très dense. Raphaël vous a présenté rapidement. Je vais faire une petite présentation courte de chacun d'entre vous, puis on aura ensuite un échange. L'idée, c'est surtout que ce soit vous qui parliez, plutôt que moi. Je vais commencer par Samy Arcam, puisqu'il y a ici une exposition qui est consacrée au travail des Américains. Samy Arcam, auteur et éditeur de la revue Kramer's Argot, anthologie créée dans les années 2000, qui compte à ce jour 9 numéros. À sa gauche, Stéphane Blanquet, également auteur qui a des activités multiformes, mais notamment parmi ses activités celle d'éditeur, qui travaille dans l'édition, dans la presse depuis tout début des années 90, qui a dirigé plusieurs structures d'édition, les plus récentes étant United Dead Artists et puis l'écrou électrique. Et puis enfin à ma droite, Laurent Bruel, directeur des éditions Matière avec son collègue Nicolas Fruhoff, qui a aussi un parcours intéressant. On va peut-être d'ailleurs commencer avec toi si ça ne te dérange pas. Si tu peux te munir d'un micro. Et donc si on peut envoyer quelques images pour illustrer cette discussion. Les éditions Matière, donc tu es co-créateur de cette maison d'édition en 2003, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Tu veux l'histoire longue ou la courte? Si mes informations sont bonnes, je crois que toi-même et ton collègue Nicolas Fruhoff, vous avez au départ plutôt une formation de designer. Designer industriel, oui. Ouais. On dessinait des petites cuillères, des voitures, des couteaux. D'accord. Et ça, c'était dans quelle époque? C'est la haute antiquité parisienne, c'est tout début des années 90. Ouais, donc on a suivi un cursus scolaire, c'était à l'école Olivier de Serres, qui avait une section esthétique industrielle qui était relativement réputée à l'époque. Et on a suivi un cursus de scolaire classique qui nous a mené droit à une impasse classique. Enfin, on n'était pas très doués en fait pour ce qu'on faisait, et donc on s'en est rendu compte assez rapidement. Par contre, on s'est rendu compte aussi que l'école était un bon endroit pour découvrir des choses et se former, quitter l'endroit d'où on venait et puis accéder à autre chose, quoi. Et puis c'est surtout l'école, c'est toujours un lieu de rencontre et puis de stimulation intellectuelle, esthétique, sensible, et on savait qu'en restant là et en restant ensemble, on allait certainement découvrir des horizons, quoi. C'est ce qui s'est produit. Et dans votre parcours, quand on regarde un peu le catalogue des éditions Matière, il y a une caractéristique, disons, qui est un peu saillante, qui est celle d'une forme d'épure, on pourrait dire ça comme ça peut-être, je ne sais pas, de minimalisme, je ne sais pas si le terme est exact. Il y a un prisme particulier, une affinité qui semble assez forte dans votre parcours. Parce qu'après avoir fait ces études, vous avez aussi organisé un cinéma qui s'appelle Dojo Cinéma. Donc c'est l'histoire longue que tu veux. Mais en tout cas, il me semble qu'il y a une affinité assez forte avec le Japon, aussi dans ce que vous ouais.
Tu peux nous parler un petit peu de ça Ouais, alors effectivement, au sortir de l'école, on n'avait absolument pas le désir de faire du design industriel et de rentrer chez Renault. On n'en avait de toute façon pas les moyens. Pas les moyens techniques et la créativité, donc on est parti chacun, on s'est séparés à ce moment-là, enfin chacun a suivi un peu un chemin. Moi je suis retourné, je sentais la nécessité d'affermir des bases théoriques. Je suis allé à la Sorbonne étudier l'histoire de l'art, et puis dans ce nouveau milieu, j'ai fait de nouveau des rencontres, et plutôt des rencontres artistiques qui m'ont mené à passer de l'autre côté de la création. Et bon, j'ai commencé à être historien de l'art comme il faut, et puis j'ai aussi eu quelques initiatives d'auteurs, enfin d'artistes, des actions en galerie, des actions en marge des musées, et c'était des actions qui devenaient de plus en plus terroristes, qui étaient en fait des actions en opposition au monde de l'art et au système de l'art, mais qui cherchaient à porter cette critique au sein même de l'art. Enfin, c'était quelque chose qui était très inspiré par le situationnisme. Et puis on s'est engagé comme ça, on était deux essentiellement, et on fédérait un petit groupe autour de nous, et puis on a commencé à s'engager dans des actions de plus en plus terroristes envers le milieu de l'art contemporain, quoi. Et puis jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que ça allait nous mener quand même assez droit à une impasse, ça aussi, et que la surenchère dans la violence n'avait possiblement pas de fin. J'étais assez frappé à ce moment-là par les déclarations de Wim Wenders que j'ai eu sous les yeux, et qui disait qu'à une époque, il était dans les années de plomb en Allemagne, il était étudiant en cinéma, et puis pour les étudiants de son époque et pour ses camarades, à l'époque, il y avait deux alternatives. En gros, c'était soit verser dans le terrorisme, soit verser dans l'art, en fait. Comme nous, là, on commençait à identifier l'art au terrorisme, ça commençait à devenir un peu difficile. Bon, enfin, en tout cas, on a senti la nécessité de cesser de s'opposer systématiquement à un milieu existant et à des activités existantes, et fonder nos propres activités dans un lieu spécifique, retranché de celui de l'art. Et voilà, le cinéma, l'idée du cinéma s'est imposée à ce moment-là. C'est quelque chose pour lequel on avait un fort intérêt, et où la dimension symbolique pouvait être tenue correctement à distance, nous semblait-il. Donc on a fondé un lieu, on a creusé littéralement avec nos petites mains une salle de cinéma. Ça, dans un sous-sol. À Montreuil, ouais. On a creusé ce lieu qui était à la fois un dojo où il y avait du judo, on faisait du judo et on faisait des projections de cinéma. On a fait des films, on tournait des films, et puis on les montrait à un public qu'on invitait à venir les voir. Donc on voit que c'est pas a priori un trajet tout dessiné pour justement s'occuper de bande dessinée. Ça, vous y êtes venu. Le premier auteur, me semble-t-il, que vous avez publié, il y a peut-être des images encore après, c'est un auteur japonais qui s'appelle Yokoyama. Ouais, c'est là que le Japon arrive, oui. Le Japon arrive à ce moment-là, vous faites déjà comme du judo. Alors il y a le judo, et il y a des lectures et des choses comme ça, mais enfin le judo arrive, enfin le Japon arrive relativement par hasard, par un détail biographique, quoi. Je suis avec une femme qui étudie le japonais, elle part au Japon, elle a une bourse, je la suis, je l'accompagne, et puis je me retrouve au Japon, tout en menant cette activité du dojo cinéma qui se poursuivait, mais cette fois-ci pour moi à distance. Et je continuais à alimenter, à tenter de faire des films, à les envoyer, et puis à participer à distance au dojo cinéma, mais j'étais aussi sur place là-bas, et c'était le moment où on commençait le dojo cinéma avait une activité de publication de fanzines, de textes essentiellement, parfois d'images. On avait fait 2 bandes dessinées avec Nicolas Fruhoff qui participait au dojo cinéma lui aussi. On avait fait 2 bandes dessinées déjà, anonymes, et on avait de toute façon cet intérêt, lui et moi, pour la bande dessinée qui venait de plus loin. Et on était en train de monter une maison d'édition parallèle au dojo cinéma qui devait s'appeler Édition Matière, et qui devait prendre le relais éditorial de cette activité de fanzine qui se développait en marge des séances de cinéma. Donc on était en pleine formation de ces éditions matières qui devaient publier à la fois de la bande dessinée, du cinéma, des textes théoriques, toutes sortes de choses, des manuels scolaires. Enfin, c'était une tentative de conquête du monde, ouais, assez ambitieux. Et il y avait donc des collections de bandes dessinées dont je devais m'occuper, et puis je tombe sur cet auteur Yuichi Yokoyama qui était publié dans une revue
assez confidentiel. Là au Japon, tu découvres son Là au travail Japon, voilà. revue, Dans une librairie, en feuilletant des magazines, quoi. Je tombe devant sa bande dessinée et puis je réalise que c'est la bande dessinée que j'ai toujours rêvé découvrir sans jamais, sans être capable de la conceptualiser moi-même, sans être capable de la concevoir, mais que c'est cette bande dessinée-là que j'ai toujours voulu connaître et rencontrer. C'était vraiment très très clair. Enfin, c'était presque une épiphanie, quoi, sous la forme de la révélation. Et on peut voir, je pense, quelques images ensuite après la couverture de vos corps. Voilà, c'était un récit qui s'appelait Livre, Books, et qui était dans une revue qui s'appelait Comic Q. Et bon, c'était facile. Enfin, dans Comic Q, il y avait après le contact d'une galerie dans laquelle exposait Yokoyama à ce moment-là. Je suis allé voir ses peintures. J'ai découvert qu'il était aussi peintre et que ses peintures étaient géniales également. Et puis les gens de la galerie étaient charmants et m'ont donné son contact. Je l'ai appelé et on s'est rencontrés très facilement. On a noué contact comme ça. À ce moment-là, il n'avait pas d'éditeur, ni au Japon, ni ailleurs. Donc il était convaincu de ne jamais rencontrer d'éditeur de son vivant, en fait. Il était dans cette posture post-romantique. Ce qui fait qu'assez paradoxalement, vous vous retrouvez à être le premier éditeur de cet auteur japonais. Voilà, alors qu'on n'avait pas encore de maison d'édition. Et donc là, comment ça se passe? Parce que on a bien entendu là, dans ton parcours, tu t'intéresses à beaucoup de choses, au cinéma, au l'art contemporain, etc. Et tu te retrouves à te spécialiser sur de la bande dessinée. Ça, c'est une question un peu technique qui t'amène à ça, parce que vous cherchez, je crois, un distributeur pour distribuer vos livres. C'est une question technique triviale, mais en même temps imparable. Enfin, c'est vraiment là le réel qui s'impose, quoi. On cherchait, de retour en France, on commence à mettre en place formellement la maison d'édition. On met beaucoup de temps à la mettre en place d'une manière interne. Et puis après, se pose la question, on entreprend de faire ce premier livre, Travaux publics avec Yokoyama, et puis la question se pose de le diffuser en librairie. On n'avait aucune connaissance de ce métier-là. On avait un peu des contacts avec les éditions Alia, avec Gérard Bérébi des éditions Alia, avec qui j'avais un petit peu travaillé, fait des choses avant. Donc il nous avait donné quelques conseils, on savait qu'il y avait des diffuseurs, il fallait aller voir un diffuseur. On a entrepris sur les salons d'aller rencontrer des diffuseurs. Et puis on a rencontré assez vite, évidemment, on était très intéressés par le travail de l'association à l'époque. Donc on avait identifié le diffuseur de l'association, on est allé le voir et puis on a très vite établi un contrat avec le comptoir des indépendants qui diffusait à l'époque l'association. Et le comptoir nous a dit clairement que si on voulait faire une maison d'édition généraliste, ça allait être assez difficile avec eux. Eux, ils étaient spécialisés BD et puis que le marché du livre était très segmenté, très découpé comme ça en marché cloisonné, et que si on voulait faire de la bande dessinée avec eux, on allait faire que de la bande dessinée. Si on voulait faire d'autres choses, il faudrait trouver d'autres diffuseurs pour l'autre activité. C'est comme ça qu'on s'est resserré sur la bande dessinée. Oui. Et donc là, vous avez commencé à développer une activité. On peut faire défiler quelques images pour montrer les livres. Les livres sont évidemment aussi à la librairie, là-bas, vous pourrez les consulter. Comme ça, c'est le tout dernier qui sort vendredi prochain. Alors ça, c'est un livre tout neuf. C'est Nicolas Nadet. Je parlais tout à l'heure d'épure et de... Minimalisme, oui, c'est vraiment le terme qu'on revendique, oui, le minimalisme. Vous êtes aussi dans le choix, je crois, je ne sais pas si c'est un choix, tu vas me dire, mais vous faites assez peu de livres chaque année. Oui. Il y en a 4 ou 5 peut-être 3 maximum, ouais. 3 maximum. Ouais, on est entre 2 et 3. Ouais. Et ça, c'est un choix? Comment ça se... Là aussi, c'est quelque chose qui s'est décidé très très vite. En fait, on s'est assez vite aperçu que les livres qui nous intéressaient étaient peu nombreux. Enfin, les manuscrits, les possibilités des ouvrages, ce type d'ouvrage-là était sans doute assez peu nombreux, et qu'on n'allait pas pouvoir en faire des tonnes, et que si on voulait vivre de ce travail éditorial, il allait falloir publier beaucoup plus que ce qui nous intéressait. Donc pour préserver notre ligne éditoriale et préserver l'intérêt de cette maison d'édition, sa spécificité et l'intérêt de notre travail, on avait tout intérêt à publier très peu, et donc à faire une croix sur toute possibilité de rémunération d'un quelconque revenu personnel tiré de ce travail. Ça, on y reviendra peut-être sur la question de l'économie de vos structures respectives. Là, on voit à l'image un livre qui s'appelle La méthode Bernadette, qui semble-t-il assez emblématique de votre démarche aussi. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu son histoire? Il y a une autre image après qu'on peut montrer. Oui, c'est un livre que je voulais offrir à Stéphane, j'ai oublié de le prendre aujourd'hui. Je ne sais pas si tu le connais, ce bouquin. C'est l'image en silhouette noir et blanc, donc à chaque fois que je le regarde, je pense à Stéphane Blanquet. C'est des images qu'on a rencontrées dans un musée, au musée de la photographie de Chalon-sur-Saône, il y a pas mal de temps, et puis il y avait une dizaine d'images, 10-15 images au musée.
dont on ne connaissait rien. Le musée ne savait pas de quoi il s'agissait précisément. En fait, on leur en avait fait don et ils les trouvaient extraordinaires et ils les exposaient. Mais ils savaient très peu de choses sur ces images-là. Ils supposaient que c'était lié à un procédé optique qui faisait appel à la persistance rétinienne et à la mémoire, ce qui était vrai. Par contre, ils avaient fait des hypothèses techniques sur le visionnage de ces images qui étaient, elles, erronées. Bref, ils n'en savaient rien. Et on a perçu un espèce de potentiel narratif dans ces images. Et puis surtout, on percevait que c'était un fragment d'une production beaucoup plus importante, quoi. Donc on est parti à la recherche, on a mené une enquête. Ça a duré 5 ans, en fait, entre le moment où on a vu les images et le moment où on a fait le livre. L'enquête a duré à peu près 1 année. On a cherché chez les antiquaires, les vendeurs de bouquins d'occasion, et on a fini par trouver des petits fascicules comme ça qui nous ont orientés vers un village qui s'appelle Taon-les-Vosges, qui est donc dans les Vosges, du côté de Saint-Dié, tout près de Domrémy, tout près de Jeanne d'Arc, ce qui est pas anodin dans l'histoire. En fait, c'est vraiment, ça forme un triangle entre Épinal, le village de Domrémy, le village de Jeanne d'Arc, et puis dans les Vosges, ça forme un triangle qui est très significatif dans l'histoire de cette construction d'une méthode de catéchisme en images. Donc on a découvert qu'il s'agissait de ça, d'une méthode de catéchisme créée à l'initiative d'un curé qui a activé des sœurs qui n'étaient pas des sœurs, des espèces de... Elles s'appelaient des vierges consacrées, donc des vierges, des jeunes femmes, des ouvrières, des paysannes qui se consacraient à Dieu en secret. Et c'était souvent dissimulé aux autres, à leur famille et à leur entourage. Et bon, elles étaient quand même pas très discrètes, elles avaient un petit fichu sur la tête à la façon de Bernadette Soubirous, si bien que les gens ont fini par les repérer et puis par les appeler les Bernadettes. C'est comme ça que le nom leur est venu. Et ce curé les a repérées aussi, il a repéré qu'elles étaient très fidèles et actives et qu'on pouvait faire plein de trucs avec elles. Et donc, c'est ça les curés. Et donc il les a mises au travail et il y en avait une notamment qui dessinait et il a commencé à initier avec elle un travail de conception d'une méthode de catéchisme originale. Il était très obsédé, lui, par les techniques modernes et par la modernité. Et ça c'était à quelle époque? Alors ça, il a commencé à faire ça en 1924. Et il commençait à observer l'arrivée des panneaux Michelin sur le bord de la route et les panneaux Michelin qui étaient en silhouette noire comme ça sur fond blanc. Il voyait qu'ils étaient à la fois très efficaces, on les voyait de très loin, on les identifiait de très loin et en même temps on les mémorisait très facilement. Donc il rêvait d'un catéchisme qui fonctionne sur le mode de la borne Michelin comme un logotype comme ça, à la même efficacité visuelle et mnémonique. Et en 1929 ils ont mis au point la première bande, la première série d'images qu'ils ont ensuite perfectionné. Et puis alors au début c'était juste en usage dans la paroisse de Taon-les-Vosges, et puis les paroisses alentours en ont entendu parler, ils ont commencé à voir que ça fonctionnait vachement bien. C'était du coup diffusé aux paroissiens sous forme de... C'était montré aux enfants, c'était des panneaux. C'était des panneaux. Des panneaux comme ça qui étaient réalisés au pochoir, d'où les silhouettes aussi. Il y avait aussi une question d'économie à mettre en œuvre, quoi. Donc c'était vraiment une méthode assez géniale, quoi. Il avait à la fois l'impact visuel, l'économie du fer, de la fabrication, et puis la possibilité de le décliner, de le produire comme ça avec ses sœurs qui avaient monté un studio d'art religieux et qui travaillaient en série pour découper les pochoirs, ancrer les pochoirs, fabriquer les séries, les constituer. Et puis les montrer aux enfants. Après, les sœurs montraient ça aux enfants, panneau par panneau, et de préférence 2 panneaux ensemble. Donc il y avait cette idée déjà du montage et du collage et du montage qui est très cinématographique, donc le départ de la séquence. Ouais. Et puis montrer ça comme ça aux enfants dans les cours de catéchisme. Les paroisses en ont voulu tout autour, et puis avec le succès, elles ont fini par passer à un procédé d'impression sur plaque de zinc. Et puis les missions, le gros succès est venu avec les missions catholiques qui leur en ont commandé des copies. Et donc ces images-là ont voyagé à travers le monde, à travers les colonies françaises, ont servi à évangéliser massivement les populations d'Afrique, d'Asie, jusqu'en Amérique. Et ces images-là ont énormément circulé. Elles ont circulé à tel point que les sœurs avaient du mal à fournir à la demande, de fournir la demande, et puis il a fallu augmenter le trafic ferroviaire en gare de Taon-les-Vosges pour acheminer les images, quoi. Il y avait un tel flux d'images qu'il a fallu augmenter le nombre de trains pour les acheminer. C'était vraiment une entreprise assez colossale, en fait. Ça a pris un essor fantastique à l'orée de la Seconde Guerre mondiale.
Et puis par les vertus de la collaboration, ça a fleuri encore plus pendant la Deuxième Guerre mondiale, puisque les sœurs se sont mises au service de la refondation nationale du maréchal Pétain. Donc elles ont là aussi bénéficié de toute la logistique et l'efficacité du gouvernement de Vichy. Et elles sont devenues à ce moment-là formatrices de catéchistes, donc elles ont vraiment rebouclé la boucle comme ça. D'accord. Et donc, du coup, c'est en quelle année que vous décidez de reprendre le flambeau? Alors nous, comme la conquête du monde nous intéresse, on s'est intéressé à ça. Non, mais, du coup, elles ont créé des milliers d'images qu'elles nous ont montrées, puisqu'on les a rencontrées. On a rencontré les toutes dernières sœurs qui avaient pratiqué ce catéchisme, pas celles qui l'avaient créé, mais qui l'avaient pratiqué, qui nous ont expliqué comment ça fonctionnait. C'était encore plus incroyable que ce qu'on avait pu imaginer. C'était vraiment une épopée, parce qu'avec ces images, c'est ça le nœud du truc, c'est qu'avec ces images, elles voulaient combattre l'art communiste, cubiste et matérialiste. Donc elles voulaient combattre la matière. Ça nous intéressait, et puis elles voulaient combattre l'art moderne, combattre l'art de leur temps, et puis c'était un combat politique. Donc ça nous intéressait à ces 3 titres-là. Elles nous ont expliqué tout ça, et puis on a découvert que c'était un travail qui était effectivement comme une espèce d'histoire de l'art parallèle, une histoire de l'art cachée au cœur du XXe siècle, qui était un combat anti-moderne qui employait les moyens de la modernité, et qui les employait à un haut degré d'intensité et de perfection. Et ça avait été complètement oublié parce qu'en 62, à l'issue Ça s'est arrêté du coup après la guerre ou... Ça s'est arrêté bien après la guerre. En fait, c'est comme beaucoup de choses qui ont bien marché pendant la guerre, ça a bien continué après. Et ça aurait pu continuer longtemps s'il n'y avait pas eu le Concile Vatican II, par lequel l'Église a voulu réformer et le dogme et les images. Et les images, notamment les images l'enfer était interdit à partir de 62, à partir de Vatican II, on ne pouvait plus représenter l'enfer, on ne pouvait même plus prétendre qu'il existait. Le paradis, c'était la même chose. L'image du Dieu avec sa grande barbe qui flottait dans les nuages, ça devenait un peu compliqué aussi de le représenter. Alors, il y avait plein de représentations comme ça, le diable, etc., qui sont autant de choses sur lesquelles cette méthode-là reposait, puisque c'était une méthode qui entendait faire terreur aux enfants, c'était vraiment nommément indiqué. C'était supposé produire la joie dans la hantise de Dieu. C'était une espèce de paradoxe assez... Voilà, donc ça montrait le diable, les enfers, le bon Dieu, et toutes ces choses devenaient impossibles à montrer à partir de 62, donc l'Église a discrètement approché les sœurs, leur a expliqué que ça allait plus être possible de faire ces images-là, et leur a proposé un deal, leur a proposé de cesser cette activité qui était leur source de rémunération. Elles avaient monté un énorme bâtiment qu'elles appelaient la ruche, qui accueillait des jeunes femmes, qui formait énormément de jeunes femmes à devenir des femmes au foyer, à devenir de bonnes ménagères, tout ça dans la région. Ça avait vraiment un impact, une influence économique importante. Et n'ayant plus la source de revenus des images, le clergé leur proposait de devenir des bonnes sœurs en propre, ce qu'elles n'étaient pas, de rentrer dans un ordre, d'intégrer un ordre religieux, et puis de subvenir à leurs besoins de cette façon-là. Le deal a été conclu, elles ont donc enterré leurs images jusqu'à ce que nous, on les redécouvre en fait. Les images ont été totalement enterrées, annihilées, oubliées à partir de cette époque-là. Une histoire étonnante. Puisqu'on parle, tu évoques un peu les questions d'économie, je me tourne vers Samy Arkham. Peut-être pour... Can Blanquet talk first? Ok. I'm interested, Ok. Il va copier. Hein. La transition est aussi faisable avec Stéphane Blanquet. Alors, toi Stéphane, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu travailles depuis maintenant un certain nombre d'années en tant qu'auteur, très rapidement en tant qu'éditeur aussi, avec Chacal Puant et la revue La Monstrueuse. Et puis ensuite avec United Dead Artists. Alors ça, je ne sais pas en quelle année tu crées cette structure. Moi-même, je ne sais plus très bien, mais... un peu avant 2007 Oui, ça doit être quelque chose comme ça. Parce que je nommais déjà des livres que j'éditais sous ce nom-là, alors que c'était pas encore créé. Administrativement parlant, la structure n'existait pas, tu veux dire? Bah, elle existe toujours pas, en fait. D'accord. C'est juste un label, quoi. C'est juste un label, ouais. Okay. Mais ça reste l'association Chacal Puant. D'accord. Et là, plus récemment, tu as créé également avec Jessica Espal une structure qui s'appelle l'électro-électrique. Oui.
Et donc là, c'était avec l'idée de une nouvelle idée, une nouvelle manière de faire, l'idée de tout reprendre à zéro en fait. L'idée de sortir un peu de mon propre système. Du coup, de repartir à la source en fait, de faire des fanzines ou des gravzines ou des petits livres en couleur. Enfin voilà, l'idée c'est d'aller très vite comme on peut faire ou comme on a pu faire de la musique ou d'enregistrer un morceau sur un 45 tours. Voilà, c'est l'idée en fait, c'est l'idée d'aller très vite. Donc là, il y a un livre tous les 3 jours qui sort. Et donc ça, comment c'est tenable, tout simplement, enfin, à la fois pour faire les livres, économiquement, comment tout ça fonctionne? C'est très difficile. Alors, en tant qu'auteur, c'est beaucoup plus simple déjà d'aborder beaucoup d'artistes. Parce que c'est vrai que comme ça fait des années que je côtoie... Ton carnet d'adresse, tu veux dire? Oui, ça aide beaucoup en fait. Si j'avais démarré l'électroélectrique tout de suite, j'aurais ramé plus pour avoir, je pense, des auteurs intéressants ou qui veulent juste s'amuser à faire un livre. Du coup, et économiquement, c'est simple en fait, c'est un investissement de départ très simple pour essayer de maintenir une situation rapide. Et voilà, en fait, l'idée, c'est vraiment comme avec Unité des artistes, c'est de mettre un peu de sous et puis les ventes font que ça rapporte un peu et puis voilà, c'est ainsi de suite, c'est un cercle. Donc vous publiez vous proposez vos livres par pack chaque mois, si je ne me trompe pas? Oui, c'est tous les mois, il y a 10 livres qui sortent. Et donc ils sont dans un format A5 RFA? Très simple, avec un calque pour faire la couverture, et c'est des 40 pages. Et comment du coup ça fonctionne avec les auteurs? C'est des gens que vous sollicitez? C'est des choses que vous recevez? En fait, comme Jessica, elle a sa propre structure qui est un magazine de photos, avec des dessins et beaucoup de photos et du texte. En fait, on mélange, c'est un peu le mélange des deux structures, Unité des artistes et Le Bateau. Donc ça s'appelle Le Bateau. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de regrouper comme ça, et c'est surtout de faire des passerelles entre à la fois les maisons d'édition et à la fois aussi de faire des premiers jets. C'est-à-dire qu'on peut faire, par exemple, un livre de photos qui va être fait dans la journée et l'imprimer la semaine d'après. Ou faire un catalogue d'expo une semaine avant l'expo. Donc tout ça est possible. Mais en fait, l'idée, c'est d'aller surtout vite et que le livre se tienne. Et c'est vrai que ça met un peu de sang et des petits coups de fouet. On parlait de la religion, mais non, mais c'est vrai que c'est assez stimulant du coup de reprendre tout à zéro et de se dire voilà, on a juste envie de faire des livres très rapidement, de côtoyer aussi des gens qui font du collage, des premiers livres, des gens qui ont déjà fait des livres chez des éditeurs qui s'expérimentent à des choses aussi. Il y a Tom de Pékin qui nous a montré ses collages. Donc ça c'est intéressant parce que ça évite d'être dans un peu un ronronnement, enfin pour moi, éditorial, et c'est surtout que je suis assez surpris de voir des images, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un travail qui est normalement pas montré, en fait, ce qu'on est en train de faire. Ou alors, parce que économiquement, ça serait un peu plus dur si c'était fait dans une structure justement un peu en danger, parce que là, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de vendre, par exemple, 1000 exemplaires ou 1500 exemplaires pour se rembourser. Et par exemple, vous tirez à combien de vos livres? C'est infini. En fait, on réimprime. Vous faites un premier tirage? On fait un premier tirage à 200, 300. Et en fonction des ventes, on réimprime automatiquement. En diffusion, du coup, vous êtes en diffusion directe avec les libraires et par Internet? Oui, il n'y a pas de distributeur, mais bon. Vous faites vous-même, quoi? Ouais, on est en train de voir un petit peu. Réfléchir à ça? Ouais, réfléchir, mais le rythme est tellement rapide, c'est très compliqué. Parce que en fait, la mise en place met 1 mois, et 1 mois après, on a déjà d'autres livres. Donc c'est le cercle. Hein, mais c'est voulu. Du coup, c'est un peu bordélique, et c'est aussi comme ça. C'est pour ça que j'appelle souvent la chose, l'électroélectrique, comme c'est une performance en fait. C'est plus à avoir à la performance qu'une maison d'édition classique comme on l'entend. Mais ça m'intéresse aussi, parce que ça devient
c'est une matière plastique, en fait, c'est de la pâte à modeler, on peut faire un peu ce qu'on veut, suivant même la semaine, hein, enfin, on a fait des livres comme ça, par exemple, en recevant le lundi, le vendredi, le livre est imprimé. Donc ça, c'est assez stimulant. Alors c'est toujours un peu étonnant quand on fait ce travail, c'est pas étonnant et en même temps on comprend la logique et la mécanique de t'entendre parler du fait d'avoir peur d'être pris dans ta routine. Quand on connaît un peu la profusion de ton travail, ne serait-ce que à titre personnel, j'ai vu quelques images peut-être après les vues d'écran électrique, un travail sur des supports très différents, tu fais des expos, tu fais du volume, tu fais des films d'animation. Oui, mais on peut s'endormir vite quand même. Ou donc, d'avoir un schéma, en fait, il n'y a rien de pire pour. J'ai peur du schéma. Mais du coup, c'est pour ça que voilà, c'est des expériences, c'est des rencontres, et heureusement qu'il y a ça pour stimuler. Et je trouve que ça, c'est intéressant, par exemple, de donner à un dessinateur un appareil photo et de lui laisser une semaine pour faire des photos, ou des choses comme ça. Du coup, ça devient une récréation, on s'amuse tous, hein, voilà, vraiment dans la création, dans ce qui est le plus intéressant finalement. Et du coup, en termes d'organisation, parce que j'imagine que c'est beaucoup de travail, t'as pas de journée type, c'est pas possible. Enfin, comment tu fonctionnes? T'as une routine? Non, il n'y a aucun fonction. Ça n'existe pas. Pour jongler de ton travail éditorial? Non, c'est instinctif tout ça en fait. Du coup, ça peut être une matinée où j'essaie de dessiner, et l'après-midi, je vais faire des crocs électriques, je vais faire des photos. Enfin, c'est un peu comme ça, suivant l'inspiration surtout. Et ça t'empêche pas de United Dead Artists, et toi qui as un truc pour un label qui existe toujours? Oui, en fait, rien n'empêche d'accumuler les projets. Et puis, mais c'est ça qui est stimulant. Là, je reprends La Tranchée Racine, qui est un journal graphique. Voilà. Donc ça m'intéresse aussi parce que c'est pas la même façon d'éditer en fait. C'est-à-dire que déjà le nombre d'exemplaires de La Tranchée Racine, le tirage n'est pas le même que par exemple les crocs électriques. C'est à peu près 5000 exemplaires maintenant. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est un journal d'images qui est vendu vraiment pas cher. C'est entre 3 et 5 euros. Et du coup, ça permet surtout que ça soit pas sacré. Parce que je déteste ça, en fait. Ça m'a jamais intéressé. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des artistes, même d'art contemporain, ou même des gens qui viennent de milieux différents. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est que tout ça soit accessible. Et parce que en fait, je pense que c'est là où qu'on peut intéresser finalement beaucoup de gens. Je pense pas, et c'est ce qui s'avère vrai par rapport à La Tranchée Racine, par exemple. Je suis le premier surpris parce que ça marche autant. J'aurais jamais pensé ça. Mais en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, moi j'ai toujours pensé que je faisais des images pour un public précis. Il s'avère que pas du tout. En fait, ça c'est les bons vieux temps des années 90. Mais ça marche pas en fait. Alors, je pense que ça peut intéresser tout le monde et ça intéresse tout le monde. En fait, c'est un peu. Après, c'est le système de diffusion et que ça arrive jusqu'aux gens, mais je pense que ça intéresse beaucoup de gens en fait. Pour United Dead Artists, vous avez un diffuseur? Oui, c'est avec les Presses du Réel. D'accord. Qui sont moins dans la bande dessinée, qui sont plus dans l'image ou l'art contemporain ou la photo. Et du coup, ça permet aussi de me reposer un peu plus. Parce que ça, c'est pas la partie la plus agréable de la diffusion, on va dire. Surtout quand on n'a pas de diffuseur. Donc là, ça permet. Il y a une bonne entente parce que je me sens bien en fait dans le catalogue en fait. Il y a des choses qui m'intéressent énormément. C'est vrai que par rapport même à la bande dessinée, c'est vrai que je m'intéresse de moins en moins à la bande dessinée, par exemple. Donc c'est pour ça que j'ai été un peu ailleurs, avec des gens qui diffusaient pas forcément de la bande dessinée, mais plutôt de l'image.
Et peut-être pour les personnes qui nous écoutent, là, en termes de structure, là, tu dis on, c'est-à-dire que vous êtes plusieurs, comment ça se passe, vous avez des bureaux On a des grands bureaux, des tours. Tout ça rapporte beaucoup d'argent quand même. Non, mais c'est des cuisines, c'est des bords de table, c'est un ordinateur portable, c'est pas grand-chose en fait. Tout ça, ça tient pas grand. C'est surtout de l'énergie en fait. Je crois que la base, c'est là. Parce que je vis pas du tout, évidemment, des éditions. C'est un peu. Je fais ça en plus de tout le reste. Mais c'est surtout la passion de l'image et de rencontrer des artistes et de diffuser tout ça. Mais non, économiquement, ça tient pas à grand-chose. C'est toujours un peu des difficultés pour payer l'imprimeur. C'est toujours. Il y a quand même des difficultés, mais en même temps. Il y a des difficultés partout, donc c'est le même bordel que pour tout le monde. Mais c'est intéressant, c'est de jongler justement. En fait, par exemple, l'économie de unité d'artiste est beaucoup plus classique entre guillemets que l'écrou électrique. L'écrou électrique, c'est un moyen déjà d'impression. C'est un système D complet. On a trouvé, Jessica et moi, la façon d'acheter notre propre papier, de le stocker, de trouver des gens qui fabriquent du calque comme on veut à la demande. Donc voilà, en fait, c'est d'investir déjà dans ce techniquement en tout cas, dans la façon de produire. Et c'est surtout d'aller vite en fait. On ne peut pas imaginer faire des choses en sérigraphie ou des choses qui prennent un temps manuellement, c'est impossible ça. Donc il faut que tout soit mécanisé. Là pour l'instant ça va, on a sorti 80 livres en quelques mois. Du coup. Voilà, oui. C'est assez relaxant finalement. Samy, Stéphane évoquait le fait le plaisir de rencontrer, de découvrir des gens en faisant la tranchée racine, ça revue, les autres projets qu'il évoquait. Est-ce que c'est aussi toi une de tes motivations en tant que rédacteur en chef et cheville ouvrière de Kramer-Zargot? Je vais quand même dire un petit mot sur justement la revue de Kramer-Zargot. Parce que c'est vrai que, bon là on n'est pas là pour cirer quelques chaussures, mais c'est vrai que quand c'est sorti aussi cette revue, ça a été quand même un peu... oui voilà, c'est enfin moi personnellement j'ai pas tout compris quoi. Parce que justement il y avait quelque chose d'innovant et d'auteurs que j'avais jamais entendu parler. Et puis justement, en fait, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que on parlait de voyage quand on va à Tokyo, quand on découvre des imports, des choses comme ça. C'est aussi ça qui est intéressant à voir un peu ce qui se passe dans d'autres pays. C'est-à-dire que tout d'un coup, on croit tout savoir et puis finalement, on sait rien du tout. C'est un peu la remise à zéro à chaque fois, mais c'est ce qui s'est passé dans Kramer-Zargot, parce qu'il y avait énormément d'auteurs hyper intéressants. J'avais jamais entendu parler, par exemple. Donc ça, c'est... Voilà. Bon, moi, après, économiquement, il va copier ce que je vais dire, mais... Thank you, Blanquet. I mean, I think that gets to a lot of it in that you see that there was things sort of ebb and flow in that there are periods where things become very stagnant in publishing. There becomes a status quo, and all this great work emerges sometimes that is not being presented well, maybe, or widely, or published, or printed well. And so that, I was going to finish doing Kramer's after 3, because I thought it was like me and my friends. And then with 4, it felt like there was a real need. There was a lot of fantastic work that was not just promising, but fully formed and done. And so that's what pushed it to continue.
Alors, il y a beaucoup de vrai dans ce qu'a dit Blanquet. On assiste souvent à des hauts, des bas, et même de la stagnation. Il y a des fois de longues stagnations dans l'édition. Et puis tout à coup, il y a plein de super œuvres qui sont là, mais elles vont être mal éditées, mal distribuées, difficiles à trouver. Et d'ailleurs, nous, en faisant Kramer's... on se disait qu'en faisant Kramer's Ergot, je me disais, bon, ça y est, c'est fini, au numéro 3, j'arrête, et il n'y a plus rien à faire. Mais en fait, j'ai été obligé de faire un numéro 4 parce qu'il y avait un vrai besoin. Plein de gens avec des œuvres, pas seulement prometteuses, mais vraiment déjà finies à publier. So, even though that's where it starts, now, while there's a lot of interesting publishers in the US and English language publishers in the UK that are very good, there's still a feeling of, you want to make something great. You get these sort of strong ideas of how to present people's work and creating a new context that incorporates all these different artists, because sometimes people are getting sort of lost in the cracks, so to speak. And if you can create a way for people to look at either artists they've seen before in a new way, or to showcase new work, that's always good. And then beyond that, forget trying to, show something new. You just want to make a great book. You want to contribute to the history of cartooning in an interesting way. Alors, c'est vrai qu'il y a plein d'éditeurs très bons, très intéressants en langue anglaise, aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Et c'est ça qui nous motive, c'est qu'on veut faire... On a tous ces différents artistes, on veut en faire la présentation, mais on veut faire ça bien. On veut éviter qu'ils soient, ce qui arrive des fois, perdus dans la masse, qu'on ne les retrouve pas. J'ai essayé de présenter des nouveaux artistes, mais aussi de présenter d'anciens qui avaient déjà été vus, qui avaient déjà été publiés, mais de les présenter de façon nouvelle. Et indépendamment de ça, c'est le plaisir de faire un beau livre qui peut avoir une signification pour l'histoire de la BD. Et pour en revenir à la dimension collective du travail d'éditeur et d'une revue en particulier, vous pouvez réagir les uns ou les autres d'ailleurs, mais comment ça s'articule avec vos pratiques personnelles en tant qu'auteur? C'est un équilibre que vous trouvez comme ça? C'est une respiration? For me, I realize that a lot of it is learning from other artists. You get to really live in another artist's skin when you're editing a book of theirs or you're including them in an anthology, because you only want to include work that you truly believe in, like on the level of if you were, if it was your own work. So I get a lot out of engaging with other people's work, and it builds enthusiasm to want to keep doing stuff. Alors oui, en fait, on apprend des autres artistes en ce qui me concerne. Si on les publie ou si on fait une anthologie, c'est parce que c'est des gens auxquels on croit. On va publier des gens auxquels on croit. On croit à leur travail, comme je crois au mien propre. Et c'est tout cet enthousiasme-là qui se dégage cette énergie qui se dégage de ce que vous écrivez les uns les autres, c'est pas assombri, si j'ose dire, en ce qui concerne Kramer's Ergot. Je crois que c'est d'abord quelque chose que tu as auto-édité, et ensuite j'ai compté, je crois, 4 éditeurs différents. Ça, c'est des choses qui sont problématiques à gérer, l'aspect logistique et tout ça. I mean, it's pretty simple in that often I'll be putting together the book and I decide which publisher I think is a good fit for that particular issue. And I like to think that it's a sort of autonomous series and that it doesn't matter who publishes it. What was the other part of the question? Okay. Alors, en fait, c'est assez simple. Moi, je fais le livre, et puis après, je choisis l'éditeur. Je considère ça comme une série autonome. C'est pas important physiquement qui va imprimer à chaque fois. Et ça, c'est quelque chose qui est permis. Stéphane, tu évoquais ça tout à l'heure, qui est amené aussi par l'évolution du paysage éditorial général. Tu disais que tu avais, par exemple, une certaine lassitude de la bande dessinée. Tu avais envie de casser la routine.
c'est quelque chose qui est lié aussi à l'époque, je pense. Non, c'est Juste personnel. ouais, c'est juste personnel. Des fois, je fais des voyages comme ça. Je m'intéresse à d'autres choses, d'autres façons de faire des images. Je m'intéresse plus à la peinture, aux objets. Enfin, je sais pas. Mais c'est aussi que ouais, je pense que ça ronronne parfois, quoi. Mais je l'ai déjà dit plein de fois, il y a des années, je me souviens, pour une interview d'ailleurs. Mais c'est parce que je suis chiant, certainement, ou exigeant, ou je sais pas, ou c'est peut-être pas le moment aussi. Il y a aussi des livres, et ça c'est intéressant aussi. Ça m'est déjà arrivé plein de fois de rater aussi, ou de pas voir ce qui se fait. Hein. C'est intéressant aussi de découvrir des auteurs qui ont déjà sorti quelques livres, et puis tout d'un coup de tomber dessus. Et c'est vrai que je suis moins, en tout cas, à l'affût. Mais certainement qu'il se passe énormément de choses. Mais comme il s'est passé toujours des choses. Mais après, c'est peut-être certainement voilà. De toute façon, à partir du moment où on va moins en librairie de bande dessinée ou moins dans des salons, des choses comme ça. Moi, je vais plus du tout dans des salons. C'est un peu exceptionnel. Je me suis trouvé là par hasard. Mais non, mais en fait, c'est vraiment Mais voilà, c'est comme ça. Après, c'est mon système. Je dis pas qu'il se passe rien, mais en tout cas, il n'y a rien qui me saute aux yeux et à la gorge. C'est comme je pourrais le trouver par exemple, pendant aller voir un film ou. Je veux en tout cas la même intensité quand je plonge dans un livre que voilà, j'ai besoin de claques en fait, souvent, mais voilà, ça vient de là, c'est tout. No, I was just going to say it's funny because his work feels very much connected to the history of cartooning, but you see this with artists, they care less and less, and it's all about going inward, and I feel it myself as an editor. It's becoming harder because my standard gets higher, my interests narrow. So there might be all this great stuff happening, but I kind of don't care because you have your own concerns as a cartoonist. You have your own interests and things you're trying to do, and you find yourself just going back to the same sort of influences you had as you were younger. You see it with a lot of artists. Là, c'est marrant parce que son travail était évidemment connecté à l'histoire de la BD, mais je vois que de plus en plus, des auteurs commencent à s'en foutre de plus en plus. Et comme moi, hein, c'est mon cas aussi, on regarde moins ce qui est à l'extérieur et ça vient plus de l'intérieur. C'est aussi mon cas, des intérêts de l'intérieur. Et bien qu'il y ait plein de choses qui se passent autour, mais finalement, on revient à ses influences initiales. If I can just quickly say, I think the guiding thing, if you're a cartoonist who also wants to edit books, either an anthology or do other people's books, it's usually, for me, and I think it might be for others, you're frustrated. You see all this great work and you want to see it in a great format. And even though you're like, I should just be focused on my own work, you get excited about doing, like, I wouldn't be surprised if Blanquet, when he did the Gary Panter book, he did that book because there was no good Gary Panter book after 30 years. You're just like, forget it. I'll do it myself. Gary, send me the fucking pages and I'll make it. And that book is better than any Gary Panter book that's ever come out. And you're just like, I have to do it and then I'll get back to my work. Oui, quand on est un auteur de BD, mais qu'on veut aussi éditer des autres albums d'autres auteurs ou faire des anthologies, ben on tombe sur les frustrations. On voit, ah oui, celui-là, il a fait un super taf. Ça serait bien de le publier comme il faut, le faire bien. Et je vois bien que c'était le cas, enfin, je suppose, pour Blanquet avec Gary Panter, qui voyait qu'il n'y avait pas de bon bouquin de Gary Panter depuis longtemps. Ah, ça c'est pas assez bien fait. Bon, ça suffit, je le fais moi-même. Et après, je reviendrai à mon propre... je fais le livre, après je reviendrai à mes propres BD. Le seul livre de Gary Panter que j'ai chez moi, c'est celui que tu as fait. C'est effectivement le seul.
Bah ça après c'est les grands écarts. Après c'est vrai qu'il y a quand même des artistes qui m'ont influencé par exemple. Il y a en fait c'est une chance aussi de rencontrer des gens qui nous ont influencés d'une manière ou d'une autre, en tout cas les images. Et du coup de voir, enfin c'est exactement comme ça que j'ai fait aussi le livre de Charles Burns ou des gens comme ça. C'est des gens qui ont tellement été importants à une époque pour moi que une rencontre, il suffit que voilà, c'est avant tout des rencontres et puis d'avoir une structure éditoriale qui puisse permettre de sortir des livres. Bon bah pourquoi pas quoi. Donc ça aussi c'est un peu de la. C'est intéressant aussi de mettre une structure éditoriale pour aussi rencontrer des gens qu'on aime beaucoup. Donc après, ce qui me plaît aussi, c'est de sortir aussi bien un premier livre d'un artiste inconnu ou de gens comme Charles Burns ou Gary Panter. Ça, c'est vraiment. C'est un peu du luxe, en fait, d'avoir une structure pour se permettre ça. Parce qu'en fait, on peut se permettre tout. On peut se permettre de sortir des choses qui peuvent être brutales, choquantes, abstraites. On peut faire exactement ce qu'on veut en fait. Et de rendre compte à un éditeur, ça aussi c'est important parce que ça permet toute liberté en fait. Donc le choix se détermine juste par mon choix. Ça c'est quand même c'est assez appréciable et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de... J'aime beaucoup, par exemple dans La Tranchée Racine, éditer des gens pour la première fois. Ça c'est vraiment intéressant, surtout que c'est des grands formats, du coup c'est intéressant de maqueter avec des gens qui sont un peu, je dirais un peu plus solides. Oui, parce que c'est quand même important en fait, toutes ces structures. Pour une bonne chose aussi, c'est que ça permet aussi de publier des gens qui... on a tous besoin en fait d'être publiés en fait. Après on se rend compte vraiment que c'est mauvais ou très mauvais, mais c'est important aussi de le savoir. Moi j'ai appris beaucoup en trouvant des trucs dont maintenant j'ai honte, mais c'est important aussi d'être passé par la honte pour essayer de s'améliorer ou pour essayer de publier. Ça c'est vraiment important aussi parce que on n'est pas obligé de faire des chefs-d'œuvre tout de suite ou même jamais en fait. C'est pas ça l'importance. L'important c'est qu'il existe des supports et que tout ça circule et que ça reflète quand même des énergies en tout cas artistiques qui se passent dans différents milieux et qui sont balancés comme ça, balancés ou distribués. Mais pour ça c'est vraiment intéressant je pense. Justement de montrer un peu ce qui se passe actuellement sous d'autres formes. Après c'est intéressant de diffuser en tout cas, de montrer. Alors j'avais prévu de vous faire réagir sur des images, mais le temps file malheureusement. Peut-être qu'il y a des questions, des réactions dans la salle. Je passe le micro parce qu'on enregistre tout. Bonjour. J'ai une question pour Stéphane Blanquet. Tout à l'heure on parlait des réseaux de diffusion et pour moi la librairie c'est un réseau de diffusion important. Et on a la chance d'avoir des super librairies à Paris, notamment livrées comme Mouton l'air. Mais qui pour moi l'enfant du regard moderne, je voulais savoir si il y a un an où il était prévu qu'il y ait quelque chose sur Jacques Noël, et je voulais savoir si c'est l'actualité. C'était quoi exactement qui était prévu? Je sais pas. Il y avait un truc, j'avais entendu dire qu'il y avait un truc qui serait sur... Moi j'ai fait mon propre hommage entre guillemets en réunissant pas mal de dessins ou de photos ou de petits mots comme ça de gens qui étaient passés au regard moderne. Mais après j'ai passé le flambeau de l'hommage.
Je sais pas du tout ce qui... Si je m'abuse, tu as publié aussi un livre de Jacques Noël, de dessin. Oui, et de sa femme aussi, Marie-Noël. Et là, moi personnellement, j'avais vu quelques petits dessins à droite à gauche, même publiés dans des petites revues que Kérosène ou Henrik et Gray avaient publiées. Mais après, voilà. Et du coup, j'ai découvert beaucoup de dessins de lui, qui étaient assez touchants, et du coup, je l'ai publié. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres réactions? Profitez de ce précieux plateau qui est sous vos yeux. Bon, oui. Pour apporter juste un complément à ce que Samy et Stéphane ont dit sur la question de la découverte et de comment est-ce qu'on maintient son œil aux aguets, comment est-ce qu'on maintient la curiosité et comment est-ce qu'on fait des rencontres. C'est quelque chose qui évidemment nous concerne beaucoup et d'autant plus qu'on publie peu, comme je disais tout à l'heure. Donc comment faire pour rencontrer beaucoup de choses et pour se nourrir beaucoup quand on produit soi-même peu. Et comment faire pour redistribuer tout ça aussi, c'est une question à laquelle on a apporté deux réponses récentes, qui est d'une part l'ouverture d'une nouvelle collection qui n'est pas diffusée en librairie, qui sont des choses qu'on fait très rapidement. Ça, je rejoins là ce que disait Stéphane à propos de la publication rapide. Ce sont voilà, c'est les petits. En fait, c'est un format de dépliant comme ça qu'on propose à des auteurs, et qui est évidemment beaucoup plus léger, beaucoup plus rapide à réaliser qu'un livre. Donc on peut solliciter des auteurs, soit qui n'ont pas le matériau pour faire un livre, parce qu'effectivement faire un livre, toutes les œuvres ne se prêtent pas à se déployer dans le volume et dans le temps d'un livre. Donc ça permet à des auteurs qui ne s'exprimeraient pas forcément sous la forme d'un livre d'avoir quand même quelque chose à publier. Et puis ça nous permet à nous aussi de rencontrer, de faire beaucoup plus de rencontres et de travailler avec beaucoup plus d'auteurs que ce qu'on ne ferait si on se cantonnait au livre. Ça, c'est une première piste. Et puis la deuxième, c'est une piste numérique, informatique. En fait, on a développé depuis 2 ans une grosse activité via la plateforme Tumblr. On a ouvert un espace Tumblr qui s'appelle Matière, et dans lequel on reposte. C'est du système de blogging. Donc on choisit des images, on sélectionne des images à travers tout Tumblr, et puis on en repropose, soit on les reblogue, soit on propose des images originales qu'on va poster sur Tumblr et qui vont servir à alimenter d'autres blogs. Et c'est une activité qui nous a surpris dans le potentiel qu'elle recèle, dans la richesse qu'elle offre. Et dans la réactivité aussi et dans la les personnes qui regardent ces images? Ça va très vite, oui, et puis ça agrège aussi un nombre croissant de personnes, et c'est surtout, on le conçoit comme une véritable activité éditoriale. C'est comme une deuxième maison d'édition, c'est comme vraiment un deuxième versant de l'activité éditoriale. Ça consiste pas à faire de la bande dessinée, mais à publier des images les unes après les autres. Il y a quand même cet aspect nécessairement séquentiel qui est qu'on publie une image après l'autre. Et donc qu'est-ce qu'on fait après une image, quelle autre image s'impose? On peut faire se succéder une estampe japonaise du 19e siècle avec une gravure du 17e hollandais ou un dessin très contemporain d'un artiste américain. Mais l'exercice auquel nous on s'astreint en tout cas, c'est qu'il y ait toujours un lien, un fil tissé entre toutes ces images, soit un lien thématique, un lien narratif, un lien formel. Ça tient à la composition, ça tient à l'assemblage des couleurs, ça tient à des mots imprimés. En tout cas, il y a toujours un lien d'une image à une autre qui crée un parcours pour le lecteur, pour l'internaute. Et ce parcours, depuis 2 ans, on s'astreint à ne pas le lâcher et à continuer à le tracer. Donc c'est vraiment une manière de publier que n'offre aucun autre support, ni le livre, ni l'exposition, mais qui est vraiment à la jonction des deux, et du livre et de l'exposition, et qui est à la fois un moyen de recherche, un moyen d'exploration, et un moyen de publication aussi. Et ça, c'est parce qu'on voit bien dans vos travaux d'éditeurs respectifs que vous êtes évidemment très attachés à l'objet papier, et que Stéphane, vous l'avez évoqué tous les trois, l'aspect d'objet livre. Comment se détermine quand on travaille sur un objet collectif la forme qu'on va lui donner, parce que vous avez à Crémers Zalbot notamment les formats changent à chaque numéro. Parce que moi je crois qu'il y en a un qui est en préparation ou
termine en amont, c'est-à-dire qu'on sollicite un certain nombre d'auteurs en leur disant voilà, on envisage de faire un journal de tel format, ou alors c'est au fur et à mesure des propositions qui arrivent, on se dit tiens, on pourrait rassembler ça sous ce. Comment ça marche ça? I found the latter is better because I did a very big issue and a very small issue where the format was decided first, and then I was trying to bend sort of all the work into this pre-imagined aesthetic and form, and it was a mistake. Now I try not to tell the artist what size the book will be, what paper it's going to be. I try to get the first wave of work in and really try to form, to see what it is, what it all looks like, and then start asking more artists based on that work, continue editing and working, and then slowly you start saying, okay, this feels more sort of perverse or irreverent, so it should be on like very glossy, shitty paper. But at the same time, the artist is very smart, so you want it to still be like well printed and nice. You know, so you're thinking about all this stuff that hopefully is very intuitive for the reader. You know, it's stuff that hopefully nobody's thinking about, but they feel it when they flip through it. And I feel like that's better because I working with a pre-existing form, you know, it's like... Maybe you should translate that. Alors oui, moi je fais la seconde solution. J'accumule ce qui vient des artistes plutôt qu'avoir un format préétabli. Donc sinon il faudrait tout forcer, faire entrer dans mon format, et je trouve que ça serait une erreur. Donc ce que je fais, je dis rien à un artiste. J'attends qu'il m'envoie son truc, je lui donne même pas d'indication de fond, de taille, de format, de rien. J'attends, je reçois. Après je demande à d'autres artistes en continuant à travailler en tant qu'éditeur et tout. Et puis quand j'ai plein de choses, là je vais préparer la publication. Alors si par exemple c'est des œuvres vachement choquantes ou perverti, tout ça, je vais le publier en papier glossy, bien brillant, bien luxueux, par exemple. Ça donne des indications au lecteur, bien qu'on n'y pense pas, sur le type d'intention. C'est un exemple. What I was going to say is that, you know, sometimes from like the cartooning perspective, you could have an idea for a story and you could be thinking about it for weeks and months. And then when you start drawing it, the actual drawing of it pushes it in a different direction. Or tonally it feels different. It might look more cartoony and feel more cartoony, or vice versa. So the same sort of thinking goes into the anthology, in that you have to let yourself course correct as you go and sort of embrace the limitations that are put on it by your contributors, because the book can only be as good as what people give you. Eh ben, dans la BD, quand on fait une histoire, au début on a une idée, on y réfléchit pendant une semaine, des mois même, et puis au moment où on est en train de la dessiner, finalement, ça nous pousse vers une autre direction. Par exemple, ça va devenir plus une histoire gros nez, cartoon que prévu. Et ben c'est pareil quand on fait une anthologie. On reçoit des choses de différents artistes, et puis ça crée des limites, mais ça pousse vers une autre direction, et il faut s'y adapter. Et là, par rapport au numéro qui est en préparation, c'est du coup, pour le moment, il y a une forme qui est en train de se préciser. So, yes, I'm excited about going larger than this, but not as big as the one Blanquet did with us, the 16 by 21. Something where it's still something you can read in bed or on the toilet, but not so big that it's like uncomfortable. So it's a nice size for looking and for reading, so you can still take in the whole composition. Alors oui, on a déjà un format, et je suis ravi de faire quelque chose de plus gros que ce format-là. Mais ça ne sera pas aussi gros que ce que Blanquet avait fait pour nous. Ça va être un truc qu'on peut lire dans les toilettes, qu'on peut lire au plumard. Voilà, et il faut que ça soit beau dans la main et facile à lire. And so, work, doesn't matter. That's fine. How much information do we need about this? Nothing. Stéphane, toi, dans
dans les productions à venir, donc je te parle pas des projets écrits parce que ça, j'imagine, c'est un peu. Il y en a trop pour les présenter. Dans tes projets en cours ou à venir, dans tes actualités à venir, qu'est-ce que tu. C'est le journal. Il y a 2 numéros. De Trancher Racine. Oui, 2 numéros en préparation. Qui sont prévus déjà, c'est un peu occupant ou... Quand j'aurai les dessins. Non, j'espère novembre ou décembre, je sais pas encore. Et peut-être pour conclure, Laurent, toi, si tu veux dire peut-être un mot de ce livre ici. Ah oui. Bah oui. Qui va paraître, tu disais qu'il y a un projet d'expo. Voilà, oui. C'est la première bande dessinée de cet auteur, Nicolas Nadet, qui a déjà fait quelques publications, mais qui n'a jamais vraiment fait une bande dessinée à proprement parler. On avait déjà fait ce dépliant avec lui. Ouais. On avait fait ce dépliant avec lui. C'est quelqu'un qui a la particularité de faire des bandes dessinées sans personnages, sans histoire réellement, mais qui met en scène des constructions et des enchaînements d'actions. Des enchaînements d'actions qui mettent en scène des objets, des formes entre le géométrique et l'organique. Et c'est des séries de transformations comme ça et d'actions qu'on suit de manière très précise. C'est de la description en réalité d'action. C'est ce qui est typiquement des choses qui nous intéressent. C'est très proche de Yokoyama dont on parlait tout à l'heure. C'est quelqu'un qui évidemment a beaucoup lu Yokoyama, qui s'en cache pas. Et il y a toute une génération maintenant d'auteurs qui ont beaucoup regardé Yokoyama et qui produisent une bande dessinée qui nous intéresse, qui sont pas du pastiche, mais qui nous intéresse parce qu'il y a une filiation et Yokoyama a induit une transformation dans le champ de la bande dessinée contemporaine. Cette transformation, évidemment, en publiant Yokoyama, on l'attendait, on l'espérait, on l'appelait de nos voeux. Et aujourd'hui, on a le sentiment qu'on est arrivé à un état de la bande dessinée qui nous excite beaucoup et nous intéresse. Il y a pas mal de projets de ce type-là qui sont dans les tuyaux, si on peut le dire en référence aux formes de Nicolas Nadet, et qu'on est en train de préparer. Et puis on prépare, ça c'est pour ce livre-là, donc oui, qui sera exposé à la galerie P38 dans le 18e, à partir de jeudi. Ça a une influence cette bande dessinée dans la lignée de Yokoyama sur la manière de penser l'exposition, du coup, la manière dont on va présenter ce travail-là? Sans doute, mais je l'ignore complètement. Je suis pas le galeriste pour le coup. Je suis pas non plus l'organisateur. Je suis pas commissaire de l'exposition. En fait, je laisse faire le galeriste qui est Emmanuel Morin à la galerie P38. C'est lui qui s'occupe de l'accrochage et qui pense l'accrochage. J'avoue que j'ai totalement délégué ce travail-là. Nicolas Nadet est quelqu'un qui travaille en tant que dessinateur au sein d'un groupe qui s'appelle Modèle Puissance, qui regroupe Vanessa Zuba, Julien Kedrina, enfin des gens qui agissent plutôt, qui sont plutôt habitués même s'ils sont très ouverts à la bande dessinée et très intéressés par la bande dessinée, qui sont plutôt investis dans le champ de l'art contemporain. Et ce sont des personnes qui eux-mêmes ont l'occasion de réfléchir à la forme de l'exposition et qui sont scénographes à l'occasion et installeurs. Ouais. C'est notamment une partie de ces gens-là qui animent la revue Lagon et la revue Collection. Yeah, I think a big part of what makes what sort of fuels enthusiasm about doing books and everything is, for me, is the object, because in a world where everything is on the internet and everyone says, oh, well, what's the point of doing it even as a book anymore, because you can just, now with the internet, everyone can put everything they do online. I think a book creates a context, and in the US, besides the contextual form of a book, in the US, I don't think the production is as high as it is in Europe. The quality of the paper, and then it sort of loops in on itself in that your enthusiasm, you start getting enthusiasm by the object itself. You get excited about a print thing that will last or can last, Qu'est-ce que tu as pensé, Samy? Récemment, il y a eu plusieurs articles de Kim Joo-ha, qui est éditrice à 2D Cloud, et qui a rédigé une série d'articles qu'elle a intitulé European Abstract Comic Artist, je crois.
où elle présentait effectivement, elle présentait cette spécificité de la bande dessinée européenne en disant qu'il y avait quelque chose de très excitant qui se passait en Europe, qui se passe pas aux États-Unis, basé sur la prise en compte du matériau, du support, du livre et de la qualité du support, et puis aussi de la radicalité de l'écriture qui tend vers une abstraction, un formalisme. That's the thing that's really interesting, right? It's like with Lacan, with Sammy and what's his name? Sammy Stein et Alexis Beauclerc. Alexis. There's this interesting tension happening because the work is like very formal, very cold. You know, you're watching just these very. It hits at like the most basic pleasure zone of cartooning, where you just want to see cause and effect. It's really the equivalent of watching someone like slip on a banana peel and fall. You know, like, but it's. I mean, that's what Yokoyama is really getting at, is like the sort of textural pleasure of cartooning. And I think the counterbalance of what they're doing, because it's so emotionless, by using like risograph and silk screening, you get a real sense of the artist. So the tension is strong between those two halves. And that's when I'm the most interested in it. I think the fear, I haven't read those articles, by the way, but I think the fear is letting it become purely exercise, right? You still always want it to be tapping into some personal, idiosyncratic something of the artist, you know? Alors, comme effectivement, pour Sam et Alex Boxler, je vois ce genre d'expression assez froide, sans émotion, ça peut créer des tensions selon ce que ça exprime par ce formalisme froid. J'ai pas lu les articles dont vous parlez, mais je comprends que ça se rapporte à des idiosyncrasies propres à l'auteur. And you know, in comics, things can become very stale and very boring. And every once in a while, I think like with Kramer's 4, I think like what Lacan is doing, it's the same thing. It feels much more relevant to sort of aesthetics of today, what's fashionable, it feels fresh, you know? It's exciting work, I think. And it's funny how Yokoyama is like sort of, to me, it's Yokoyama and CF. Like these two guys have had such a huge influence. They've influenced artists who have never heard of Yokoyama or CF, you know, like they've been influenced by people who have been influenced, you know. Et oui, parce que quand on fait de la BD, au bout d'un moment, ça peut être lassant, on peut arriver à un moment rasant, mais c'est ce qui, et à ce moment-là, c'est comme ça qu'on a rebondi avec Kramer 4, en tout à coup, en voyant des choses plus pertinentes dues sur les changements dans l'esthétique actuelle. Et je vois par exemple, pour moi, les Yokoyama ou CF, c'est des influences tellement grandes que non seulement ils influencent les gens, mais ils influencent même des gens qui ne connaissent pas leur travail. Ils ne savent pas que c'est Yokoyama ou CF qui les influencent. Did you like those articles? Je suis désolé, je vais avoir le rôle ingrat du modérateur, mais on va être obligé de conclure ici cette rencontre. We'll talk later. Merci beaucoup à vous, merci pour l'interprétariat. Vous pouvez trouver les livres de ces trois éditeurs à la librairie, bien sûr. Et je crois que ce soir est prévu la Tombola Bula et apéro pour une planche. C'est une planche pour l'apéro, plutôt ça. Tous mélangés. Voilà, bonne soirée à vous.